Le texte que vous êtes sur le point d'écouter s'appelle Osmanthus fragens. Il a été écrit par Laure Nicoli et adapté au format audio à l'attention de sa grand-mère Françoise, dite Framboise. La lecture est par Aïna Jakala. Bonne écoute. L'origine. La petite fille était pleine de vie. Son corps absorbait tout ce qui pouvait le rendre plus vivant encore. Sa peau aspirait le vent et la chaleur. Ses yeux, semblables à deux petits estomacs abyssaux, avalaient la clarté du jour et l'opacité de la nuit. Ses tympans mangeaient les chants des oiseaux et son nez buvait chaque goutte d'eau atmosphérique. Tout ce qui avait été consommé par la petite fille rejaillissait autour d'elle sous la forme d'une lumière éclatante, irradiant de gaieté tous ceux qui se trouvaient dans son périmètre. Les animaux et les arbres aimaient sa compagnie. La vieille Framboise l'avait trouvée s'abreuvant à la rivière lors d'une de ses cueillettes dans les bois. Elle l'avait recueillie et veillait à lui transmettre une éducation digne et sincère. C'était une femme dont la générosité n'avait d'égal que sa bonté. Les animaux perdus et abandonnés trouvaient refuge chez elle. Sa maison ressemblait à un petit donjon. D'apparence régulière, la tour dissimulait une intimité asymétrique, où de petits espaces biscornus se succédaient. Elle avait fait du plus grand espace, le couloir central en colimaçon, un lieu de contemplation. Chaque pièce avait sa propre vocation, mais tout avait la particularité d'émaner une odeur de jasmin, plus ou moins intensément, ce qui rendait le logis d'autant plus pittoresque que cette fleur ne poussait pas dans la région. La demeure avait été plantée au beau milieu d'un verger modeste et très ancien, tel un noyau dressé entouré de pommes, de poires, de prunes et de framboises qui bordaient tout le terrain. La vie n'avait pas toujours été tendre avec Framboise, et elle connaissait bien la rudesse de la solitude. Pourtant, les plaisirs de la vie n'avaient aucun secret pour elle. Elle savait comment jouir des cadeaux de la nature. Dans son jardin de curiosité, elle avait appris à faire pousser toutes sortes de nourritures et de connaissances. Elle était devenue une experte en fabrication de délices qui régalent l'esprit et réchauffent le cœur. Voilà un appétit qu'il était plaisant de cultiver à deux. La calligraphie, la lecture, la peinture, le jardinage, l'histoire des hommes et de la nature étaient comme des mets aux saveurs et textures illimitées dont la petite fille se délectait quotidiennement. Et il y avait les gourmandises parfumées, celles que l'on mitonne, caramélise, saupoudre, infuse, torréfie, fouette, arrose, pétrit, badigeonne, blanchit, que l'on fait revenir, lever, flamber, glacer, macérer, qui goûtent l'allégresse et insufflent l'émerveillement. C'était d'ailleurs probablement des intestins que leur soif de vie commune provenait. Des années de gourmandise, de complicité et d'insouciance sont passées. Un premier jour de printemps, la vieille Framboise apprit qu'elle était atteinte de saccharosa, une maladie récente dont l'origine n'était pas encore clairement déterminée et aux ravages grossissants. La petite fille, qui n'était plus si petite, devenue botaniste, concentra ses recherches sur les plantes médicinales afin de trouver un remède à ce mal. Ses visites devenaient plus fréquentes et plus longues. Les soins de Framboise, l'entretien de la maison et du jardin demandaient un dévouement et une implication que seule la fille pouvait lui prodiguer. Si elle n'était pas chez la vieille, elle était dans son laboratoire, menant ses recherches, formulant et expérimentant pléthore de recettes médicinales. Elle menait 2 vies, toutes entièrement consacrées à sa tutrice. Le temps passait et la maladie se propageait, dévorant le corps fébrile de la vieille. Le temps passait et les recherches d'une cure demeuraient peu fructueuses. Framboise fut placée dans un établissement destiné à recevoir les malades ayant perdu leur autonomie. La fille pouvait désormais dédier l'intégralité de son temps à ses recherches. Les moments de retrouvailles avec la vieille se faisaient de plus en plus rares. La joie et les plaisirs aussi. L'été touchait à sa fin et l'état de la vieille était devenu critique. Même la rivière où elle avait trouvé sa pupille s'était asséchée depuis la dernière visite de la fille. Son obsession de trouver la panacée la dévorait et commençait à la rendre fébrile, elle aussi. Son petit corps desséché finit par tomber de fatigue dans son laboratoire et ne se réanima qu'au bout de quelques jours. À son réveil,
Elle sentait son corps plus consistant et son esprit plus apaisé. Sa première pensée était pour Framboise. Il était temps de lui rendre visite et de passer un peu de bon temps ensemble, pendant qu'elle le pouvait encore. C'était déjà le début de l'automne, une période qu'elles aimaient particulièrement, car elles pouvaient savourer les dernières prunes de la saison. Les vaillantes encore suspendues à leurs branches après le défilé estival du soleil, du vent, des pluies et du clair de lune étaient gorgées de sucre. Leur chair mature était fondante et juteuse. Elles étaient si parfumées que le vent apportait des effluves de confiture lorsqu'il soufflait entre les branches. À défaut d'apporter la panacée à sa vieille Framboise, elle lui offrirait la gaieté et la joie de vivre dans une assiette. Elle s'imaginait déjà au fourneau et savait exactement comment elle allait préparer les prunes et en faire un ravitaillement gastronomique. Elle savait que ce n'était pas recommandé pour Framboise et que cela pouvait même nourrir la maladie, mais la légèreté et le plaisir avaient manqué depuis bien trop longtemps. Hélas, le drame était arrivé pendant son sommeil. La vieille Framboise avait quitté ce monde, avant même qu'elle n'eût l'occasion de partager un ultime moment de douceur. La petite fille fut dévastée. Puis la rage empoisonna son corps, jadis si vivant et jovial. Dans un état entre bouleversement et déni, elle se dirigea vers le bois où la Framboise l'avait trouvée, sans savoir si elle y allait par intention ou si c'était son corps qui l'y emmenait instinctivement. La rivière avait retrouvé son abondance, et ses ondulations avaient rarement été aussi torrentielles. Lorsqu'elle passa la lisière, ses vêtements et ses souliers glissèrent de son corps au fil de sa course, dévoilant une petite fille décharnée. Une douleur mordante se saisit de son abdomen. Un grondement incisif, suivi de ses échos, lui donnait la sensation qu'on lui mastiquait les oreilles. La lumière du soleil couchant engloutissait ses yeux. Ses membres continuaient d'avancer malgré la torture. Elle titubait. Tel un pantin dont on couperait les fils, elle s'écroula, ignorant qu'elle se trouvait précisément à l'endroit où son regard et celui de la Françoise s'étaient croisés pour la première fois. La chute avait stoppé les douleurs et un silence se propagea. Sonnée, elle s'accroupit. Ses mains boueuses trempaient dans l'eau de la rivière et ses pieds s'enfonçaient dans la terre. Le dos rond de la tête pendante entre ses genoux, sa silhouette semblable à celle d'un petit animal sauvage perdu, attristait les arbres qu'il avait connus enfant. Une bourrasque traversa tout le toit, à la manière d'un chorus matinal d'oiseaux. Elle souleva la tête en sursaut, puis la laissa retomber en arrière, contemplant le ciel s'assombrir. La nuque plissée et la gorge décagée, elle s'éleva, s'apprêtant à pousser un cri. Elle ouvrit grand la bouche, et un tronc massif en sortit, se mit à pousser, entraînant le corps de la fille dans sa croissance, et s'élança jusqu'à ce que sa cime atteigne 3 mètres. Une sensation de vertige la faisait tanguer, puis ses doigts se mirent à fourmiller. Elle y jeta un regard et observa les jeunes feuilles qui s'activaient à habiller ses mains et ses bras, qui devinrent des branches. Un réflexe de recul fut avorté lorsqu'elle pressentit qu'il était déjà trop tard, que ses pieds avaient déjà pris racine et fait pousser de ramifications. Elle prit une dernière inspiration, ferma les yeux et s'abandonna à la métamorphose. Quelques jours plus tard, un couple de promeneurs fut surpris de découvrir un arbre encore inconnu à cet endroit. Ils s'étaient eux-mêmes rencontrés dans ces bois, s'y étaient aimés et venaient régulièrement se baigner dans la rivière. Ils connaissaient ce lieu par cœur, habillés de toutes les saisons. Ils s'approchèrent du nouvel arbre, tournèrent autour de lui en scrutant les petits bourgeons qui semblaient cacher de précieux secrets. « Une fleur !» appela la femme. Ils tendirent leur visage vers la corolle ivoire et humèrent l'odeur la plus généreuse, gourmande et joyeuse qu'ils n'avaient jamais sentie. Le parfum était duveteux, comme la peau d'une pêche, miellé et liquoreux, comme un vin de prune. Sa chaleur confortable enveloppait chaque parcelle de peau à son contact. La fleur émanait différentes nuances selon la distance à laquelle il se tenait, allant de la plus délicate et fruitée à des tonalités sèches et animales, rappelant le foin et le pelage de velours d'un cheval. En s'éloignant de l'arbre, une scène d'amour se jouait sous leur nez. L'odeur de la rivière, qui léchait les rochers mousseux, dansait jusqu'aux feuilles du nouvel arbre et lui chantait une sérénade. Les bourgeons, séduits, se déployèrent délicatement. Ému, le couple revint le lendemain et le jour suivant, et le jour d'après,
jusqu'à ce que toutes les fleurs recueillies par la rivière infusent dans les bois un parfum de thé. Et c'est ainsi qu'à chaque automne, le couple venait jouir de la floraison de l'arbre au bord de la rivière pour y savourer tous les plaisirs qu'on n'ait jamais connus ici-bas.